Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat, hautement décoré et ancien conseiller du secrétaire à la Défense des États-Unis. Bienvenue de nouveau dans l'émission. Ravi d'être avec vous, Glenn. Il semble que nous approchions de la phase finale en Ukraine. La grande question est de savoir si cela se réglera par la diplomatie ou sur le champ de bataille. Sur le plan diplomatique, les choses ne semblent pas très bien se passer. Scholz, Starmer et Macron auraient conseillé à Zelensky de rejeter la proposition de paix de Trump, ce qui aura, je suppose, des conséquences à la fois pour l'Ukraine et pour les Européens. Zelensky veut toujours l'adhésion à l'OTAN. Il veut des garanties de sécurité et il n'est pas disposé à céder le moindre territoire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, je pense que beaucoup de choses sont en train de se terminer, en plus de la guerre en Ukraine. Je pense que l'OTAN atteint son apogée, sa date de péremption, si l'on veut dire les choses ainsi. Je pense que l'Union européenne est en train de s'effondrer. Je pense que les gouvernements de Berlin, Paris et Londres sont extrêmement fragiles. Leurs taux d'approbation sont en baisse. Certains disent qu'ils sont dans les hauts chiffres de l'adolescence, d'autres autour de 30% ou moins. Et en ce qui concerne le champ de bataille, du moins d'après les rapports que je vois, il semblerait qu'un grand nombre de soldats ukrainiens n'aient porté l'uniforme que depuis au maximum une semaine. Ils n'ont pratiquement reçu aucune formation et ont été envoyés au front, apparemment, pour être tués. D'autres se déguisent maintenant en femmes pour passer les lignes. Les Russes les traitent aussi humainement que possible, secouant simplement la tête, incrédules que ce genre d'absurdité continue encore. Je pense que les Russes déplacent également certaines forces de l'autre côté du fleuve. Ils sont maintenant dans et autour d'Odessa. On m'a dit hier que les forces spéciales russes se déplacent librement la nuit autour d'Odessa et à Kiev, car une longue période, sans éclairage, sans lumière, sans électricité, ils peuvent donc mettre leur dispositif de vision nocturne et se déplacer sans interférence. Je pense que toute cette affaire se dirige vers une fin très tragique, mais prévisible. Je crois que les Russes s'inquiètent désormais de ce qui va se passer à mesure que tout s'effondre. Ils ne peuvent pas forcer les Européens à faire grand-chose, mais je pense que les Européens sont naïfs de croire qu'ils peuvent influencer le dénouement, à part accepter de s'asseoir et de discuter avec les Russes. L'aspect le plus intéressant de tout cela est le nouveau document sur la sécurité nationale qui vient de paraître. Il ne contient pas de véritable stratégie, c'est simplement un ensemble d'affirmations. Et celle qui inquiète le plus les Européens, c'est la reconnaissance du fait que nous n'allons pas rester en Europe indéfiniment. Nous n'allons pas maintenir nos forces là-bas indéfiniment. Nous allons partir. La question est comment le faire? À quelle vitesse cela se produit-il? Et naturellement, ce que les Européens ne réalisent pas, c'est que bien qu'il soit crucial de réduire la tendance américaine à dépenser pour la défense, le Congrès à Washington veut ajouter encore plus d'argent à la défense, car cela remplit leurs poches. Leurs donateurs en profitent et certains de leurs électeurs conservent leurs emplois. C'est donc une situation étrange. Je ne vois pas vraiment d'autre orientation, si ce n'est que nous allons d'abord rapatrier nos forces d'Europe. Et puis finalement, je pense que nous verrons la même chose se produire en Corée et au Japon. Nous ne pouvons rien nous permettre. Nous sommes financièrement ruinés. Nous sommes fauchés. Rien ne s'améliore. On m'a montré une statistique hier qui disait que, au cours des 22 derniers mois, 30% de tous les dollars ayant jamais existé ont été imprimés. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. C'est une somme d'argent énorme. Je ne sais pas à combien de billions cela correspond, mais pensez qu'en seulement 22 mois,
nous avons imprimé 30% de tous les dollars ayant jamais existé, montre bien que nous sommes dans une situation très grave. Pour l'instant, nous n'avons pas encore connu un effondrement total ici, mais je pense que cela va arriver. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, car il est très difficile de prévoir ce que Trump va faire. Il a tendance à changer souvent d'avis sur la manière dont il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais avec cette nouvelle stratégie de sécurité, il semble que nous ayons enfin quelque chose de concret sur le papier concernant la façon dont Trump souhaite l'aborder. Alors, que vous dit cette nouvelle stratégie de sécurité sur la manière dont les États-Unis sont susceptibles de gérer la guerre en Ukraine? Je veux dire, elle l'aborde directement, mais je suppose que je vous interroge plutôt sur les idées plus larges présentées dans le document. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que le président Trump puisse faire. Je ne pense pas qu'il y en ait jamais eu. C'était d'ailleurs l'une de mes critiques concernant l'indécision des 12 derniers mois. En fait, avant même son élection, je suggérais fortement qu'une fois devenu président et investi, il devrait entamer le processus de désengagement. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade. L'occasion pour Washington, en tête de l'OTAN, de prendre une autre direction a été perdue en 2022, lorsque la première opportunité s'est présentée sous la forme d'un accord conclu en Turquie, à Istanbul. Celui-ci a été rejeté d'emblée. Les discussions ultérieures ont toutes été dénuées de sens, car tout le monde était convaincu que la Russie, avec suffisamment de temps, s'effondrerait, que la Russie était faible, que le gouvernement ne tiendrait pas, que Poutine était le dictateur maléfique qui, dans ces circonstances, serait volontiers renversé par sa population. Eh bien, tout cela n'est que du non-sens. Mais nous sommes restés accrochés à ce mantra. Même après que Trump a commencé à se calmer à l'approche de son élection, une fois en fonction, il s'est mis à répéter tous les mensonges qui étaient devenus la norme au sein de l'OTAN et dans tout l'Occident, et qui étaient relayés par les médias. Les affirmations scandaleuses sur les lourdes pertes russes, oui, les Russes subissaient des pertes, mais ce n'étaient pas les plus lourdes. Les pertes les plus importantes étaient du côté ukrainien. Je veux dire, vous venez d'avoir un débat et d'aborder certains de ces sujets avec ce Britannique. Enfin, je crois qu'il était amiral. Je ne me souviens plus. Était-il amiral ou général? Vous savez, les gens vivent encore dans un monde imaginaire, ici, aux États-Unis, comme en Europe occidentale. L'Américain moyen sait que les choses ne vont pas bien sur le plan économique. Mais, vous savez, c'est comme un marteau-pilon qui fonce sur vous. Tant qu'il vous a pas frappé à la tête, vous ne comprenez pas vraiment ce que cela signifie. Je pense que c'est un peu là où nous en sommes avec tout, en ce moment, en Occident. Nous sommes dans une sorte de torpeur, comme on dit, une zone crépusculaire entre la réalité et la fantaisie. La réalité arrive, on peut la voir. C'est comme regarder un train qui descend la voie, une locomotive qui fonce droit sur vous. Mais tant qu'elle n'est pas arrivée en gare, vous restez méfiant, sceptique. Non, elle n'arrive pas vraiment. Mais si, elle arrive. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un document stratégique. Il n'y a pas de stratégie. Avoir une stratégie signifie qu'il existe un cadre cohérent, des repères. Parfois, on peut les appeler des garde-fous. En d'autres termes, ce sont les domaines sur lesquels nous allons concentrer nos efforts. C'est ce qui est stratégiquement vital et important pour les États-Unis. C'est là que nous allons rester engagés, impliqués, et ainsi de suite. Ce que nous avons, c'est cette idée vague. Eh bien, nous allons nous concentrer sur l'hémisphère occidental, où nous voulons être dominants. D'accord. Mais nous sommes déjà dominants dans l'hémisphère occidental. Et apparemment, quelqu'un a décidé qu'il fallait envahir le Venezuela pour démontrer à quel point nous le sommes. Ce que je trouve être une idée très stupide.
Mais c'est une attitude répandue à Washington. Nous devons montrer à tout le monde que c'est notre hémisphère, que nous sommes aux commandes. Et ensuite, vous leur dites, « Eh bien, avez-vous parlé à Moscou et à Pékin? Que voulez-vous dire? » J'ai dit, « Eh bien, ils semblent penser qu'ils sont dominants en Asie et dominants en Eurasie et en Europe. Leur as-tu parlé de leurs intérêts? Non. Tout se fait ici à Washington, en vase clos, sans lien avec ce qui se passe ailleurs. Nous ne prenons pas vraiment ces éléments en considération. La seule bonne chose dans tout cela, c'est l'apport personnel de Trump. Alors, quel est l'apport personnel de Donald Trump? Tout d'abord, nous ne payons plus pour l'OTAN. Il s'y oppose depuis des années. Donc l'OTAN va devoir se débrouiller seul. Très bien, merci. Maintenant, comment allons-nous faire cela? C'est absent. Il n'y a aucune discussion sur la manière de mettre en place un processus pour européaniser l'OTAN. Eh bien, c'est probablement sans importance, car je ne pense pas que l'Europe conservera l'OTAN. Il y a eu un moment, dans les années 1990, où l'on aurait pu envisager une européanisation. Mais aujourd'hui, l'Europe est profondément divisée. Il a toujours été difficile d'avancer d'un seul pas. Vous savez, faire bouger les Européens collectivement dans une direction, un peu comme essayer de rassembler des chats, cela n'arrivera pas. Donc on va se retrouver avec de nouveaux dispositifs de sécurité à travers le continent. La Russie va y jouer un rôle, que cela nous plaise ou non. Alors, quelle est la vision stratégique et la prévision à long terme, à part nous voulons être dominants dans l'hémisphère occidental? Apparemment, nous ne nous préparons plus à une guerre contre la Chine, du moins d'après ce que j'ai lu. Et nous ne voulons plus vraiment faire la guerre à la Russie. Mais d'après le genre d'affirmation que j'ai lu dans le document, ce n'est pas une stratégie, Glenn. C'est juste une expression de préférence. Oui, c'est un bon point. Mais ce qui est déroutant dans la stratégie de sécurité, c'est que Trump s'en prend très durement aux dirigeants européens, comme tu l'as mentionné, en les accusant de refuser de mettre fin à la guerre en Ukraine, ce qui est aussi compréhensible. Ils sont devenus les principaux fauteurs de blocage. Cela dit, si Trump voulait vraiment mettre fin à cette guerre par procuration, il disposerait de nombreux moyens, comme tu l'as suggéré. Les États-Unis ont toutes les informations de renseignement en Ukraine. Ils vendent les armes. Ils en fournissent même. Ce sont eux qui font la planification militaire. Donc, dans une large mesure, c'est encore la guerre de Trump. Je comprends qu'il souhaite toujours maintenir une certaine présence et un certain engagement des États-Unis pour que l'Ukraine ne s'effondre pas complètement, mais qu'il y ait une base, quelque chose pour négocier. Cela dit, il dispose d'un levier potentiel important pour faire pression à la fois sur Zelensky et sur les Européens. Comment interprétez-vous cela, sachant que la guerre continue et qu'il rejette la faute sur les autres? Est-ce simplement une question de récit ou comment le voyez-vous? Eh bien, j'ai du mal à comprendre le document parce que, encore une fois, je connais le président Trump et je suis familier avec ses opinions personnelles et ce qu'il aimerait voir se produire. Très bien. Mais ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est, si vous allez vous désengager du fiasco ukrainien, comment le faites-vous? Il a toujours considéré, du moins dans son esprit, qu'il est au centre de l'univers, qu'il est le dirigeant de la plus grande et de la plus puissante force sur Terre. D'accord, ça sonne bien, c'est pas vrai, mais c'est ce que les gens croient. Alors, que faites-vous? Vous convoquez tous les dirigeants des États vassaux européens à la Maison-Blanche. Ils s'assoient tous devant vous et attendent que vous exprimiez vos opinions, puis ils essayent de vous influencer pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pas vraiment ainsi qu'on fait des affaires. Si vous voulez présenter une idée, il faut avoir un cadre stratégique. C'est pourquoi je n'en vois aucun, absolument aucun.
Comment en arrive-t-on à se désengager de l'Ukraine tout en se préparant simultanément à envahir le Venezuela? Je veux dire, quelqu'un a dit, eh bien nous essayons de renverser le gouvernement du Venezuela depuis au moins 20 ans. Certains diraient même plus longtemps. Très bien, cela n'a pas fonctionné. Pourquoi sommes-nous maintenant en train de constituer une force militaire dans le but de faire aboutir cela? Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que nous voulons faire. Eh bien, si ce n'est pas ce que vous voulez faire, que faites-vous? Essayez-vous d'obtenir des concessions? Essayez-vous d'évincer les investissements chinois et russes du pays? Et qu'offrez-vous si cela est fait? Quel est le plan? Glenn, je ne vois aucun plan. Je ne vois aucune stratégie. Et je pense que les Européens ont raison d'être frustrés par cela. Mais gardez à l'esprit qu'ils n'ont pas été d'une grande aide. Tout comme ils ont adopté la position selon laquelle il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien, défendre chaque centimètre de terrain, tout rendre à l'Ukraine, ils ont fait comme si cette construction qu'est l'Ukraine avait toujours été bien plus qu'elle ne l'était. L'Ukraine n'a jamais été un État-nation. Vous savez, tout cela n'était qu'une construction créée par Lénine pour répondre aux besoins du système étatique soviétique, qu'il avait conçu afin de renforcer le contrôle et l'influence bolchevique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Ukrainiens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Mais le fait est que personne ne s'est vraiment assis pour examiner la question objectivement et se demander comment régler cela, comment en sortir, comment éviter de futurs conflits. C'est comme si tout le monde voulait un conflit perpétuel, et je pense qu'on peut en faire l'argument. La classe dirigeante mondialiste en Europe veut un conflit avec la Russie. Maintenant, Trump a dit qu'il ne le voulait pas. Mais en même temps, il a un congrès acheté et payé par d'autres intérêts. Je veux dire, parfois, quand je regarde le Sénat, je me dis qu'il y a des seigneurs de guerre africains qui ont un plus grand sens du devoir et de la dévotion envers leur pays que les gens du Sénat ou de la Chambre. Ils reçoivent tous tellement d'argent de tant de donateurs et de sources d'influence différentes que la notion d'intérêt national est perdue. Donc à ce stade, même les déclarations de Trump sur ce qu'il veut faire sont dénuées de sens, car il n'y a aucun chemin pour y parvenir, il n'y a aucune volonté de le suivre au Capitole. Alors, où allons-nous, Glenn? Je pense que nous n'allons nulle part pour l'instant. Je pense que les événements vont simplement continuer à nous arriver. Nous réagirons, nous ne prendrons pas l'initiative. Eh bien, qu'en penses-tu? Parce que je suis d'accord, pourtant. Il y a cette interview intéressante où Orban est assis à côté de Trump et il fait remarquer que les Européens étaient au départ très prudents à l'idée d'entrer en guerre, ou du moins dans une guerre indirecte, devenue maintenant plus directe, contre la Russie. Mais il a dit que Biden les avait tous excités et prêts à enfin briser la Russie. Maintenant, bien sûr, les Européens sont tellement engagés qu'il n'y a plus de marche arrière. Ils continuent, même si les Américains se retirent. Mais cela soulève la question, où tout cela mène-t-il l'Europe? Penses-tu que l'Europe pourrait se diriger vers un effondrement? Se prépare-t-il à une véritable guerre avec la Russie, ou est-ce simplement de la posture? Parce que, tandis que la rhétorique des Européens ne cesse de s'intensifier, les Russes y répondent désormais aussi. Ils ne sont pas seulement en colère, je veux dire, ils peuvent être en colère tout en gardant une certaine objectivité sur la meilleure approche. Mais au-delà de toute colère, ils considèrent de plus en plus l'Europe comme l'ennemi principal. L'Europe a en quelque sorte préparé l'Ukraine à cette situation. Car si l'on remonte à 2014, il y avait quoi? 20% des Ukrainiens qui voulaient faire partie de l'OTAN. Et aucun d'entre eux ne voulait se battre contre la Russie. Aucun ne voulait interdire la langue russe. Donc, dans une large mesure, cette guerre a été imposée aux Ukrainiens. Et maintenant,
les Européens sont perçus comme les principaux méchants. On dirait que nous nous dirigeons vers quelque chose de très dangereux, et il n'est pas improbable que les Russes soient plus enclins à riposter, surtout s'ils perçoivent un moindre enthousiasme des Américains envers l'Europe. Eh bien, je ne pense pas que la plupart des Américains soient même vaguement liés à l'Europe d'un point de vue strictement sécuritaire. La plupart d'entre eux ne savent rien de l'OTAN. Beaucoup ignorent la répartition de nos forces armées à travers le monde. Je veux dire, ils savent qu'elles sont déployées quelque part, mais au-delà de ça, ils n'en savent pas grand-chose. La machine de guerre que nous avons construite est en grande partie devenue incontrôlable. Elle a continué à s'étendre et à croître sans réelle consultation du peuple américain. Et le peuple américain n'a pas été impliqué. Donc je pense qu'il y a deux aspects à cela. Il y a beaucoup de gens de ma génération et des générations plus âgées qui sont horrifiés, qui croient que si les Européens ne sont pas d'une manière ou d'une autre stabilisés par notre influence politique, militaire et économique, ils finiront par se brouiller entre eux et retourner à la guerre. Littéralement, il y a des gens qui croient cela, que nous avons un intérêt à long terme à aider l'Europe à éviter cela, et que nous devons en quelque sorte rassembler les chats, comme je l'ai dit au début. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne l'ai jamais partagé. J'ai ressenti très fortement, au début des années 1990, après notre retour du Golfe, qu'il était temps pour nous de nous retirer. Vous savez, ça va sembler être un cliché, mais il est temps de laisser les Européens être Européens. Je pense que les Européens ont adopté une approche très malsaine, et cette approche a consisté à nous imiter, à reproduire notre folie de bien des manières. Je ne pense pas que la migration massive venue d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à partir de 2015 aurait eu lieu si nous n'avions pas été présents en Europe. Je pense que les Européens auraient défendu leurs frontières. Ils auraient défendu leur pays, leur culture, leur civilisation. Et c'est en partie ce que, selon moi, Donald Trump essayait de dire dans ce document sur la sécurité nationale. Nous nous sommes présentés comme le modèle pour tous les autres. Regardez-nous, nous sommes si chanceux, nous avons cette économie formidable. Et oh, au fait, nous avons toutes ces personnes différentes venant de tous ces endroits différents, et on est censé être harmonieux, s'aimer les uns les autres et bien s'entendre. Ce n'est pas vrai. Quiconque passe un peu de temps aux États-Unis et connaît vraiment le pays, sait que nous sommes profondément divisés selon de nombreuses lignes, culturelles, raciales, ethniques, religieuses. Donc, l'idée que nous serions une sorte de paradis, où tout le monde laisserait magiquement son malheur et ses bagages à la porte, entrerait aux États-Unis et vivrait au paradis, est fausse. L'un des plus grands problèmes que nous ayons actuellement, c'est qu'il y a 52 millions de personnes aux États-Unis qui ne sont pas nées ici. Maintenant, pourquoi est-ce un problème? Parce qu'ils ne sont pas américains. Maintenant, combien d'entre eux sont venus ici pour devenir américains? Difficile à dire. Nous avons peut-être 30 millions ou plus de soi-disant sans-papiers. Je pense que beaucoup d'entre eux sont venus ici pour profiter de notre générosité, soins de santé gratuits, logements et ainsi de suite, auxquels ils peuvent avoir accès. Je n'ai pas vu beaucoup de preuves que la plupart d'entre eux s'intéressent à devenir américains. Ils ne savent même pas ce que cela signifie. Nous nous trouvons donc nous-mêmes dans une position difficile. Et la mauvaise nouvelle à propos de ce document sur la sécurité nationale, c'est qu'il présente l'Europe comme quelque chose de radicalement différent de nous, pleine de tous ces problèmes, difficultés et divisions. Mais nous les partageons. Nous sommes dans le même bateau. C'est là tout le pathétique de la situation. Tragiquement, nous sommes dans le même bateau. Et puis,
Le deuxième aspect dont on ne parle jamais, c'est la catastrophe financière. Vous savez, la planche à billets nous a tués. Nous imprimons de la monnaie fiduciaire depuis 1973, presque sans interruption. Un problème? Impossible de le résoudre. L'industrie est en danger. Imprimons plus d'argent. Injectons plus de liquidités dans le système. Sauvons les banques. Continuons comme ça. C'est ce que nous avons fait en 2007 et 2008. Et à l'époque, tout le monde disait « Attendez une minute. Si nous n'autorisons pas les faillites, ce que Schumpeter, l'économiste autrichien, appelait la destruction créatrice, rien ne changera. » Eh bien, bon sang, Glenn, rien n'a changé. Nous avons simplement tout subventionné. Eh bien, nous arrivons maintenant au bord d'une falaise où nous ne pouvons plus subventionner. En fait, certaines personnes pensent que nous avons déjà franchi le bord. Mais je vois des signes que nous allons continuer à essayer, et cela se poursuivra jusqu'à ce que nous ne le puissions plus. Est-ce que cela signifie que la monnaie est dévaluée? Probablement. Allons-nous finir comme la République de Weimar? Il y a une très forte probabilité que cela se produise en ce moment. Et alors, la question est, que faire? Si l'on ne peut pas revenir à un étalon or, ou à un étalon argent, ou à une autre forme d'étalon, que fait-on? Passe-t-on à la monnaie numérique? Eh bien, vous n'allez pas obtenir cette monnaie numérique que nous inventons, où une pièce vaut $1. Qui voudrait de ça? Ce serait un gaspillage d'argent. Donc le Bitcoin est une bête très différente qui va, je pense, devenir de plus en plus attrayante pour les gens. Est-ce que cela va fonctionner? Je ne sais pas. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux volets à cela. Le premier consiste à accepter notre propre réalité stratégique, ainsi que la réalité stratégique européenne. Le second volet est de savoir ce que nous pouvons réellement nous permettre de faire. Et la vérité, c'est pas grand-chose. C'est notre problème. Donc peu importe, si vous voulez 12 groupes aéronavals, vous ne pourrez peut-être pas vous permettre 6 avions, ou même 4 ou 5. Et ont-ils encore un sens dans le monde d'aujourd'hui? Je veux dire, ce sont des éléments absents de ce document sur la sécurité nationale, mais ils nous concernent tous. Eh bien, la guerre en Ukraine, en plus d'avoir pour objectif de vaincre la Russie, a également joué un rôle clé dans la relance du rôle de l'OTAN et dans le maintien des États-Unis en Europe. C'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles les Européens sont si réticents à mettre fin à cette guerre et à admettre que, eh bien, nous l'avons perdue. Mais nous faisons cela depuis les années 1990. Souvenez-vous, le mantra à Washington, D.C. était « soit l'OTAN agit hors de sa zone, soit elle est hors service ». En d'autres termes, il fallait courir partout pour trouver des missions à confier à nos alliés européens de l'OTAN qui servent les intérêts américains, sinon l'OTAN était finie. Il n'y avait aucune volonté de laisser l'OTAN disparaître. Les Européens, pas tous, mais un grand nombre, voulaient nous garder en Europe. Ils se sont donc essentiellement prostitués à nous pour que nous restions. En même temps, tout à Washington est hypothéqué à la vanité. Avons-nous besoin d'être en Europe? En 1995, peu importait que nous ayons besoin d'y être ou non, les gens voulaient rester. Ils voyaient cela comme une partie de la grande structure impériale mondiale apparue après la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, si ce n'est en soulignant que nous manquons d'argent. Nous n'en aurons plus les moyens. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie pourtant? Parce que cette vision de l'Europe dans la stratégie de sécurité, la perception des dirigeants européens en particulier, comme étant très peu démocratique et marginalisant l'opposition politique ainsi que les médias, dans quelle mesure tout cela concerne-t-il Trump? J'ai l'impression qu'il y a un mépris croissant, sinon envers l'Europe,
du moins envers ses dirigeants. Voyez-vous cela comme un signe que les États-Unis sont désormais prêts à se retirer un peu de l'OTAN? Je pense que nous préférerions tout simplement dissoudre l'OTAN en tant que structure. Je crois que c'est quelque chose qui trotte dans la tête du président Trump depuis longtemps. Je veux dire, quelle est la raison de ressusciter l'OTAN? Vous avez entendu toutes ces petites remarques amusantes sur le fait de tenir les Soviétiques à l'écart, de maintenir les Allemands sous contrôle et tout ce genre de bêtises. Maintenant, n'ayant pas réussi à défendre cette position efficacement, il déclenche la guerre en Ukraine et essaye de dire « Oh, les Russes arrivent, les Russes arrivent, les Russes arrivent ». Eh bien, si vous ne l'avez pas encore compris, les Russes n'arrivent pas. Les Russes ne veulent pas venir. Ils ont effectivement pris le contrôle de ce qui est le plus important pour eux. Ils aimeraient consolider cela et mettre fin au combat. Mais les Européens, en particulier, disent « Eh bien, nous voulons que cela continue ». La plupart des gens au Congrès sont heureux de laisser cela se poursuivre ici, aux États-Unis. Ils y voient une source de profit. Quelle catastrophe! Mais c'est ainsi que les gens perçoivent la situation. C'est pourquoi je disais qu'un seigneur de guerre africain se soucie davantage de son peuple que les gens de Washington ne se soucient de nous. Maintenant, je ne dis pas cela à propos du président Trump en soi. Je pense que le président Trump voit les choses différemment. Je pense qu'il estime qu'il est temps pour l'Europe de se tenir sur ses propres jambes. Les Européens doivent s'entendre entre eux et avec la Russie. Nous devons cesser de jouer aux dieux en Europe. Je crois qu'il ressent cela, et je suis d'accord avec lui. C'est la même chose en Asie. Souvenez-vous, où que nous allions, nous sommes les étrangers. Nous intervenons et nous faussons les dynamiques qui autrement façonneraient la région. Notre première grande catastrophe a été d'intervenir dans la Première Guerre mondiale, et cela reposait uniquement sur des intérêts financiers. Les banquiers de Londres et de New York sont allés voir le président Wilson et lui ont dit « Écoutez, nous avons de gros ennuis. » Les Allemands sont en train de gagner. Si vous n'intervenez pas dans cette guerre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie vont l'emporter, et nous serons ruinés. Nous avons donc eu 318 000 pertes et 110 jours de combat pour empêcher l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de gagner la guerre. La Grande-Bretagne et la France ont remporté la guerre. Le communisme s'est établi en Russie parce que la Russie s'est effondrée. Beau travail, travail brillant, président Wilson. Quel merveilleux résultat pour la civilisation occidentale. Et depuis, tout est allé de mal en pis. Je pense donc que beaucoup d'entre nous ont ressenti, et moi certainement pendant longtemps, qu'il était temps de partir et de laisser les Allemands, les Français, les Polonais et tous les autres, aussi difficiles que cela puisse être, régler leurs affaires et décider où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Je pense que si nous nous retirons et que nos troupes sont retirées, il y aura une bien plus grande probabilité de voir un grand bouleversement politique en Europe. Nous en parlions avant le début de l'émission. Tu disais, eh bien, les Européens ceci, et j'ai répondu que ce sont peut-être les élites mondialistes qui dirigent actuellement les pays, pas la population. Je parle assez souvent avec des Allemands et des Autrichiens, et j'obtiens beaucoup d'informations des sondages, ainsi que de mes contacts en Russie et en Ukraine. Les gens veulent que cette affaire se termine. Ils ne sont pas du tout intéressés par une guerre. Ce sont les élites mondialistes qui détiennent le pouvoir. Et tu es là en train de dire, comment se débarrasser de ces gens? Parce que les élections, les procédures parlementaires, tout semble truqué pour empêcher tout changement fondamental dans la direction du pays. Eh bien, si nous nous écartons du chemin, je pense que cela changera. Maintenant, est-ce que ce sera violent ou politique? Est-ce que ça se fera par les urnes? Je ne sais pas, Glenn.
Mais les Européens doivent reprendre le contrôle de leur gouvernement. Ils doivent se débarrasser des gens au sommet. S'ils ne le font pas, ils continueront à s'enfoncer dans cet abîme de pauvreté et de désespoir sur la route où ils se trouvent actuellement. Eh bien, c'est le principal dénominateur commun entre Starmer, Merz et Macron. Ils sont tous immensément impopulaires. Ils ne se concentrent pas vraiment sur la politique intérieure et passent la plupart de leur temps obsédés par l'Ukraine et la défaite de la Russie. Ils n'ont donc bien sûr pas beaucoup de soutien parmi le public. Eh bien, les Allemands doivent accepter une réalité importante. Voici cet homme, Merz, qui travaillait autrefois pour BlackRock. Larry Fink, l'ancien PDG de BlackRock, était à Kiev pour discuter avec son ami Zelensky de l'achat et de la prise de contrôle de vastes étendues de terres agricoles ukrainiennes, que M. Zelensky était plus qu'heureux de vendre. Et c'est dans ce contexte que Merz deviendrait chancelier de l'Allemagne. C'est effrayant à mon avis. Cette personne est fondamentalement défaillante et corrompue, compte tenu de son expérience dans cet environnement avec des gens comme Fink. Tout le monde à Washington vous le dira en privé. Si Larry Fink le dit, n'y croyez pas. Maintenant, il dirige le WEF, le Forum économique mondial. Réfléchissez-y. Ces gens sont toxiques. Ils doivent être écartés. Les Européens vont devoir s'en charger. Dans ce pays, nous devrons finir par faire quelque chose de similaire. Cela nous prendra un peu plus de temps. Nous avons un peu de retard sur vous, mais nous faisons face au même genre de problème. Oui, eh bien, je pense que BlackRock-Merz ne représente pas vraiment la volonté populaire allemande. Mais c'est pour cela que je pense qu'une crise politique pourrait aussi bientôt éclater en Allemagne, un peu comme en France et au Royaume-Uni. Étant donné que tous les efforts diplomatiques de Trump semblent s'effondrer, qu'est-ce que cela signifie pour la guerre? Que pensez-vous qu'il va se passer dans les semaines, voire les mois à venir? Comme vous l'avez mentionné plus tôt, la situation n'est pas brillante sur le champ de bataille. Elle se détériore encore. Indépendamment de ce que fait Trump à ce stade, y a-t-il quelque chose qui puisse arrêter les avancées russes maintenant? J'essaye simplement de comprendre ce que les Européens prévoient réellement, car tout ce qu'ils disent, c'est « nous ne pouvons pas accepter ceci ou cela ». La Russie ne peut pas exiger la neutralité. Elle n'a pas de droit de regard sur l'OTAN. Ce n'est qu'une longue liste de vœux. Je ne vois ni argument, ni stratégie. Eh bien, je pense que vous avez raison. Je vois cette situation se conclure de manière très directe. Cela me rappelle cette vieille histoire à propos de Napoléon Bonaparte qui préparait quelque chose avec ses généraux. Quelqu'un lui a dit, « Eh bien, si vous faites cela, le pape n'aimera pas ça. » Et Napoléon a répondu, « Combien de bataillons le pape a-t-il » Je pense que c'est là le problème en ce moment pour les Français, les Britanniques en particulier, et les Allemands, ainsi que bien sûr les Polonais. Les Polonais, les pauvres, sont assis juste là, à la frontière avec la Russie, et ce sont eux qui ont le plus à perdre si un conflit éclate. Je ne vois pas beaucoup de preuves que la majorité des citoyens polonais soient favorables à une guerre avec la Russie. Ils ne sont certainement pas très amicaux envers les Ukrainiens. Ils ont plus de 3 millions de personnes vivant dans leur pays qu'ils aimeraient renvoyer. Je pense que selon moi, l'Ukraine va se terminer un peu comme le Vietnam. Non pas dans une explosion, mais dans un gémissement. Nous avons commencé à nous préparer à partir certainement pas plus tard qu'en 1970. Nous étions en grande partie sortis des combats en 1972, début 1973, et nous sommes partis. Et en 1975, tout s'est effondré, et personne à Washington n'en a parlé. Nous avons cessé d'en parler et c'est tombé dans l'oubli. C'est ce que nous faisons. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous échouons stratégiquement, nous cessons d'en parler et nous passons à la prochaine opportunité. Je pense que c'est ce qui va se passer en Ukraine.
tout va simplement s'effondrer. Les Russes vont avancer. Je pense qu'ils devront inévitablement entrer à Kiev d'une manière ou d'une autre. Ils iront certainement à Odessa. Ils ont maintenant davantage de concentration de forces dans le nord. Ils veulent en finir avec cette affaire. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement se retirer. Ils aimeraient se retirer et revenir là où ils étaient, dans les zones qu'ils ont annexées, comme faisant partie de la Russie, mais ils savent que c'est pas possible. Ils vont donc continuer à avancer, lentement, délibérément, et attendre que les choses changent en Europe. Ils ont déjà vu ces changements se produire aux États-Unis. Donc ils ont changé ici. Nous ne voulons pas être en guerre avec la Russie. Nous l'avons déclaré catégoriquement. Le président Trump veut rétablir la normalité avec la Russie. Il a un Congrès qui ne le veut pas. Mais le Congrès n'a rien à perdre. C'est notre problème. Ils ne pensent pas qu'ils devront réellement se battre contre qui que ce soit. Ils ne pensent pas qu'ils seront en danger, ni que leur pays le sera. C'est son problème. C'est à lui de gérer cela. Mais les Européens, je pense qu'ils vont opérer ce changement dans leur propre pays, et ce changement contribuera à mettre un terme définitif à ce désordre. Pourtant, je ne vois pas comment nous, sans la volonté d'utiliser la puissance militaire d'une manière ou d'une autre, avons encore quoi que ce soit en jeu. Nous ne l'avons pas. En fait, nous aimerions revenir à la normale avec la Russie. Je pense que c'est assez clair. Il existe certaines contradictions intéressantes chez les Européens. D'un côté, ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas accepter que la Crimée soit revenue à la Russie, mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose pour le moment, même s'ils pensent que peut-être à l'avenir cela pourrait être renversé. Parallèlement, ils exigent un accord de paix qui garantirait une paix permanente et durable. Mais si, dans cette soi-disant paix permanente, on laisse déjà entendre que l'on n'est pas satisfait du statu quo et qu'on suggère qu'il pourrait être modifié plus tard par la force militaire, on envoie en réalité à Moscou le signal qu'il ne s'agirait que d'un autre Minsk, un cessez-le-feu temporaire le temps de se reconstruire. Étant donné que les États-Unis semblent suivre une voie différente, qu'est-ce que ça signifie pour la fin de la guerre en Ukraine? Désolé. À la fin de la guerre en Ukraine, est-ce aussi, selon vous, la fin de l'OTAN? Oh, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'OTAN est en train de se désintégrer sous nos yeux. Si l'OTAN était vraiment l'alliance que nous prétendons qu'elle est, on aurait pu prendre la décision dès 2022 ou 2023 de mobiliser l'OTAN. On aurait pu convoquer tous les dirigeants au Conseil de l'OTAN et dire « Nous avons décidé que la seule façon de gérer la Russie est de la confronter militairement. Sinon, elle ne nous prendra pas au sérieux. » Mais personne ne voulait se battre. C'est bien là le problème. Quiconque a examiné la situation en 2022 a compris dès le départ une chose. Les Russes se battront, les Ukrainiens se battront, mais personne d'autre ne se battra. Dans ces conditions, les Européens devraient simplement dire « Nous ne sommes pas prêts à nous battre. Si vous n'êtes pas prêts à vous battre, taisez-vous et acceptez la situation. » Faites autre chose. Mettez-y un terme. Je pense qu'à la longue, cette logique finira par convaincre les Européens. Mais encore une fois, je considère notre présence, notre influence en Europe, comme essentiellement malveillante, car nous empêchons les Européens de tirer leurs propres conclusions. Chaque fois qu'un problème se présente, ils se tournent vers nous. Eh bien, qu'en dit Washington? Que êtes-vous prêt à dépenser? Quelle force allez-vous envoyer? Quelles conditions commerciales allez-vous nous accorder? Comment cela s'articule-t-il avec l'UQAMEB? On ne peut pas agir ainsi, tout en se préoccupant de ses propres intérêts stratégiques vitaux. Il faut donc partir. Le problème a toujours été comment le faire. Et ni nous ni les Européens n'avons pris de mesures pour que cela se produise.
Il y a toujours eu une occasion de dire, eh bien, c'est le moment maintenant. L'État soviétique n'existe plus. Mettons un général européen 4 étoiles, en d'autres termes, un haut gradé européen, à la tête de l'alliance de l'OTAN. Eh bien, personne à Washington ne voulait de cela. Tout le monde voulait être aux commandes, et nous allions perdre des postes d'officiers généraux. Personne au Pentagone ne veut faire ça, ils veulent tout diriger. Et ensuite, ils restent là à se plaindre. Eh bien, les Européens ne dépensent pas assez. Mais si vous répondez, eh bien, nous allons partir, et ils devront s'en charger, personne ne veut de ça. C'est un jeu, c'est terminé, c'est fini. L'occasion de planifier cela de manière réfléchie et cohérente sur le plan stratégique est passée. Cela ne fonctionnera pas ainsi. Nous allons simplement partir. C'est ce qui arrive. Maintenant, je ne peux pas dire que ce sera la semaine prochaine, car nous allons avoir une confrontation ici. Même si, par exemple, parce que j'ai travaillé sur ces questions quand j'étais à l'état-major de l'armée, il est bien moins coûteux de maintenir vos forces ici, de les former et de les équiper, que de les entretenir en Europe, en Corée ou au Japon. C'est vrai, c'est moins cher. Donc c'est en réalité un énorme soulagement financier si vous pouvez vous entraîner ici. Mais personne ne veut de ça. Tout le monde veut être partout, faire tout. Sinon, si vous ne le faites pas, vous perdez des frais généraux, vous perdez des états-majors, vous perdez des généraux, vous perdez des dépenses. Parce que si vous allez à Washington et que vous demandez aux sénateurs et aux membres du Congrès, « Quel est votre travail, Glenn ?» Vous savez ce qu'ils répondent. Notre travail, c'est de dépenser de l'argent. Alors si nous ne pouvons pas dépenser d'argent, que faisons-nous ici? C'est vrai, c'est ce qu'ils pensent. Eh bien, ils sont sûrs how prix dépenser. Ça arrive. Eh bien, je pense que vous avez raison au sujet du danger que représente, depuis 8 décennies, le fait de toujours se tourner vers les États-Unis pour la stratégie. Car, lorsqu'on externalise la réflexion stratégique pendant aussi longtemps, il ne reste soudainement plus de réflexion stratégique du tout. Et pour aggraver les choses, il y a aussi l'implication de l'Union européenne qui transforme essentiellement les responsables élus en bureaucrates chargés de mettre en œuvre des décisions déjà prises par des acteurs extérieurs. Ainsi, la réflexion stratégique est largement absente, ce qui, à mon avis, explique une grande partie de nos problèmes actuels, bien sûr. Eh bien, vous savez, jusqu'à récemment, j'ai toujours pensé que les Norvégiens étaient les gens les plus pondérés d'Europe, parce que je me souviens avoir posé une question à un général de brigade, il s'appelait Lundberg, à Mons. Il avait travaillé avec moi en Norvège, un grand gaillard avec un excellent sens de l'humour. Et nous avons entamé une discussion sur l'UEB, la zone euro et tout le reste. Je lui ai dit, eh bien, que pensent les gens de Bruxelles à Oslo? Il m'a répondu, eh bien, la vraie question c'est que pensent les habitants de Bergen des gens d'Oslo? Et j'ai dit, que voulez-vous dire? Il a répondu, personne à Bergen ne fait confiance au gouvernement d'Oslo. Pourquoi quelqu'un à Oslo ferait-il confiance à quelqu'un à Bruxelles? Eh bien, j'ai trouvé que c'était une vision très saine. J'aimerais que les Européens commencent à réfléchir en ces termes. Eh bien, plus maintenant. Le bon sens a depuis longtemps disparu. Et maintenant que l'avenir avec les Américains est un peu incertain, les politiciens s'efforcent fortement de se rapprocher de l'UMFR. En gros, de monter à bord du navire en train de couler. La résistance du public est perçue comme un problème. On considère qu'il n'apprécie pas ou ne comprend pas les choses aussi bien que les politiciens, car le public vote avec ses émotions. Ainsi, même la question de savoir si cela devrait être décidé par référendum peut être remise en cause, car, encore une fois, ce sont les élites politiques qui savent ce qui est le mieux.
Si vous décidez que la population est incapable de déterminer son propre avenir, vous êtes dans une situation très grave. Eh bien, jusqu'à présent, cette décision n'a pas encore été prise. Mais je m'attends, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, à voir apparaître de plus en plus de problèmes soudains, des problèmes dont nous ignorions l'existence. Et ensuite, tous nos politiciens et journalistes viendront nous expliquer pourquoi l'UE est la solution à tous ces problèmes. Donc, vous voyez un peu où cela nous mène. Mais pour l'instant, il y a, je pense, une solide majorité des 2/3 qui y est opposée. Donc nous semblons à l'abri pour le moment. Mais qui sait? Colonel, comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. Merci Glenn, avis de te revoir.